Bien, je vous invite à prendre place. Nous allons commencer cette séance. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous propose qu'on démarre ce conseil municipal. On va vérifier le quorum. Olivier. D'accord. Je vais faire l'appel. Donc, Michel Serge présent. Pierre Montagnon. Sylvie Girardinalo. Sylvain Témoé. Kamala de Souza Nadia. Lévia Loras-Luc. Ray Raissa. Guillauchon Francis. Présent. Buisson Magali. Meillec Christian. Bonnefond Philippe. Bonnie Marie-Françoise absente, a donné pouvoir à Sylvie Mouton. Coulon Véronique. Da Silva Alexandre. Debord Chantal. Depiné Karine. De Matos Otelinda. Devers Luc. Elotmani Fatima absente, a donné pouvoir à Nassim Mathioli, qui a prévenu qu'elle aurait un peu de retard. Giraud Thierry. Grenier Jean-Patrick. Grenier Thierry. Laplanche Lionel. Lasserme Laetitia. Lavadou Janine. Lépée Grégory absent, a donné pouvoir à Mme Pépin d'Albière. Longchambon Christian. Martin Didier. Mouton Sylvie. Pépin d'Albière Catherine. 16 Christelle. Soulier Michel. Et Kiuli Nassima. Très bien. Je vous propose comme secrétaire, c'est Francis. Très bien. Donc, nous allons. Qui est contre la proposition de Francis, désigner Francis comme secrétaire? Qui s'abstient? Donc, Francis est officiellement le secrétaire de cette séance. Je vous propose de passer à l'adoption du compte-rendu du conseil municipal
précédent, à savoir le conseil municipal qui s'est déroulé le 1er février 2021. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, le compte-rendu du conseil municipal du 1er février est adopté. D'accord, donc on va vous faire passer les comptes rendus des conseils municipaux du 1er février et du 14 décembre qui sont à signer, plus la feuille d'émargement. Comme ça. Je vais maintenant vous donner lecture de l'ordre du jour en précisant qu'on va procéder à une inversion des points. On commencera par faire un point sur le volet finance. Donc, c'est Sylvain qui s'en occupera. Et ensuite, on traitera des volets administration générale, foncier, questions diverses. Donc, l'ordre du jour est le suivant. Donc, s'agissant du volet finance, budget principal, affectation des résultats de l'année 2020, le taux des contributions directes 2021, le budget primitif 2021, la convention de partenariat avec le système, le projet d'implantation d'ombrières photovoltaïques, convention de mise à disposition du site avec Clermont-Auvergne Métropole, les travaux d'éclairage public, en l'occurrence la convention avec le SIEG. Ensuite, sur le foncier, un point concernant le déclassement d'une portion de la voie communale Jules Ferry et la vente à Auvergne Habitat. En administration donc, générale, le retrait des fonctions d'adjoint au maire après retrait de l'ensemble des délégations. La modification du tableau du conseil municipal, à savoir l'élection d'un adjoint, la modification du règlement intérieur du conseil municipal, la modification de la composition des commissions municipales, un point sur les indemnités de fonction des élus, et enfin les questions diverses. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cet ordre du jour? S'abstiennent? Est-ce qu'il y aura des questions diverses? Oui. Allez-y, je vous écoute. Il y a un micro pour Télinda. Non. Il est allumé. Normalement, il était tout près, il suffit d'appuyer dessus. Donc, la question concerne la réouverture du local. D'accord, très bien. Okay. Y aura-t-il d'autres questions diverses? Alors, tant sur les problèmes liés à la violence émise envers les femmes, qu'en perte d'habitat ou d'habitat précaire avec des jeunes enfants sous autorité monoparentale, s'il vous plaît. Et moi, j'aurais une question sur les brûles diverses sur la commune. Très bien. D'autres questions diverses? Pas d'autres questions diverses? Ok. Bien, donc je donne la parole à Sylvain pour nous faire un point donc, sur
le chapitre finance. Sylvain, Merci. tu as la parole. Merci. Je vais présenter le mouvement concernant la reprise anticipée. Donc, budget principal, affectation des résultats année 2020. Dans le cadre du budget primitif 2021, il est proposé d'accepter la reprise anticipée des résultats suivants. Vous avez le texte estimé de l'année 2020, 823 431 euros. Le résultat 31 reporté 252 593. Le résultat affecté 1 076 021 43. Nous sommes en fonctionnement. Et en investissement, nous avons un excédent de financement de 1 016 939 26, avec un solde de reste à réaliser de moins 341 620 euros, ce qui donne un excédent de 675 319. Donc, la reprise, ici au niveau de l'investissement, est 1 016 939 26. Ça fait donc un report en fonctionnement sur le budget 2021 de 1 076 021 43. Le conseil de ce rapport. Bien, merci Sylvain. Y a-t-il des questions? Non. Je vous vois qui est contre, qui s'abstient. Bien adopté. Rapport suivant. C'est le taux des contributions directes. Dans le cadre du budget primitif 2021, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accepter le maintien des taux d'imposition suivants pour l'année 2021. Taux taxe d'habitation, 13,82%, taxe foncière sur la propriété bâtie, 17,65%, taxe foncière sur la propriété non bâtie, 78,97%. Il est précisé que les bases d'imposition 2021 n'ont pas encore été communiquées par les services fiscaux. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ce qui est effectivement à noter, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation. Donc, je mets aux voix qui est. Qui s'abstient. Rapport suivant du budget. Donc, je vais vous présenter le budget primitif de notre collectivité pour l'année 2021. Donc, ce document recense l'ensemble des dépenses et recettes pour notre collectivité en 2021. Après une brève introduction, je reviendrai sur les budgets précédents et ensuite, pour assurer une certaine pédagogie et permettre une bonne lecture de ce budget primitif, je présenterai la structure du budget communal et enfin, je présenterai les dépenses et les recettes en fonctionnement comme en investissement. Nous avions en janvier de cette année présenté un rapport d'augmentation budgétaire qui a été approuvé par le conseil municipal. Permettez-moi de revenir sur les grandes lignes de ce rapport. Le contexte est largement dominé par la crise sanitaire qui va durablement impacter les économies mondiales, européennes et nationales, avec une dégradation importante de l'emploi, avec ses conséquences sur la santé financière et psychologique des ménages. Pour y faire face, les États et les institutions ont réagi en soutenant financièrement les entreprises et les ménages touchés. Et sur l'ensemble des mesures dérogatoires ont été adoptées. Dans le cas français, cela se traduit par la mise en place d'un plan de relance doté de 100 milliards, dont 40% financés par l'Europe. Donc, ce plan de relance, je ne reviens pas sur la répartition, vous connaissez 30 milliards pour l'écologie, 34 pour la compétitivité
et 36 pour la cohésion, en grande partie dédiées au soutien aux collectivités locales. Sur le plan législatif, le projet de loi de finances 2021 consacre la suppression de la taxe d'habitation sur l'horizon 2023. Nous avons sollicité dans le cadre de ce plan de relance avec le GERSA un soutien de 2,6 millions d'euros pour la rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux au niveau de la menuiserie, de l'éclairage, de l'isolation et de l'agrandissement du groupe scolaire de Jules Ferry, total fait environ 2,6 millions. Compte tenu de la conjoncture, nous avons dans l'Europe fait un ensemble de constats et pris un ensemble de décisions. Constat. Nous notons une baisse de la DGF, la dotation générale de fonctionnement, due en outre par la baisse de la population, baisse inévitable de nos recettes de fonctionnement. Maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, donc moins 5% de dépenses demandées aux services, c'est ce qui a été constaté dans l'Europe. Et comme décision, nous avons maintenu notre taux de fiscalité, je viens de vous les rappeler dans la déclaration précédente. Maintien de notre soutien aux associations avec un point de vigilance sur les conditions d'attribution de nos subventions municipales. La recherche de l'efficacité dans la gestion, donc mutualisation de la police municipale et des services d'aide à domicile, même si sur ce point, nous notons des difficultés sur l'ordre juridique pour leur mise en place. Pour résumer, 3 grands principes ont été observés dans le montage du budget tributif et la recherche de l'équilibre de ce dernier sont les suivants. Premièrement, une crise sanitaire toujours présente dans un budget 2021 à nouveau impacté. Deuxièmement, garantir une qualité de service public rendu à la population tout en s'orientant dans une trajectoire d'économie de nos dépenses dans les différents services de la ville. Troisièmement, observer une certaine prudence budgétaire qui nous rappelle l'exigence de réaliser le difficile équilibre entre investir cette année et conserver nos marges de manœuvre pour les prochaines années. Les résultats des budgets précédents. Malgré la crise sanitaire, la section fonctionnement dégage un excédent dû en grande partie au fait que le budget 2020 a été monté dans un contexte incertain. Les dépenses ont été réalisées à des niveaux inférieurs à ce qui était prévu et la reprise a été complexe entre les confinements. Les recettes ont connu une baisse moins importante qu'escomptée. Néanmoins, le résultat en fonctionnement en 2020 a affecté est de 1 076 023,43 €, soit une baisse, j'en ai précisé, de 60% par rapport à 2018 et une baisse d'environ 30% par rapport à 2019. Au niveau de la section d'investissement en 2020, la mobilisation de l'emprunt de 1 million d'euros au cours de l'année 2020 et le retard pris dans de nombreux dossiers à cause de la crise sanitaire permettent de dégager un excédent de financement de 675 319 €, qui servira des programmes d'investissement en 2021, tout en tenant compte, bien évidemment, des restes à réaliser en 2020. Ce transparent reprend la synthèse des résultats des sections de fonctionnement et d'investissement. On doit soustraire du résultat global d'investissement de 1 016 939 € le solde des restes à réaliser qui s'élève à moins 341 620 €, ce qui vous donnera l'excédent de financement de 675 319,26 € du transparent précédent. Par rapport à la structure du budget, comme vous le savez, un budget communal est composé des dépenses de fonctionnement qui sont des dépenses nécessaires à l'action quotidienne, électricité, etc., ou le paiement des salaires du personnel. Les recettes de fonctionnement qui sont des impôts et taxes perçus, les dotations de l'État, les dépenses d'investissement relatives aux constructions et à la rénovation des bâtiments, à la mise en accessibilité et à la sécurité. Aux recettes d'investissement relatives aux emprunts, récupération de la TVA et aux subventions sur les travaux réalisés. La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement permet de dégager une capacité d'autofinancement brute qui alimentera les recettes de la section d'investissement. Si nous voulons inscrire notre budget dans une certaine durabilité, nous devons conforter cette capacité d'autofinancement. En 2021, nous projetons des recettes réelles de gestion en fonctionnement hors recettes exceptionnelles
et produits financiers de 8 663 048 €, ceci en baisse de 1,23% par rapport à 2020. Et les dépenses réelles de fonctionnement, hors dépenses exceptionnelles et produits financiers, de 8 285 293 €, cette fois-ci en hausse de 2,95% par rapport à 2020. On prévoit une épargne de gestion de 377 755 € en hausse de 33% par rapport à 2020. L'épargne brute de 330 000 € est obtenue en ajoutant l'épargne de gestion des produits exceptionnels, 50 000 € environ, et en retranchant les charges exceptionnelles, 87 000 €. Si nous soustrayons à cette épargne brute le montant de remboursement du capital de la dette qui s'élève à peu près à 632 000 €, soit une baisse bien sûr de 15% par rapport à 2020, nous obtenons une épargne nette négative de moins 301 745 €. La vue d'ensemble du budget 2021 montre un total de 13 384 943,43 €. En tenant compte des restes à réaliser et des résultats reportés, on a une section de fonctionnement qui s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 9 930 913,43 € et une section d'investissement qui s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 3 454 030 €. On entre un petit peu dans le détail de la section de fonctionnement au niveau des dépenses. Le budget primitif 2021 affiche au niveau des dépenses totales de fonctionnement un montant de 9 930 913,43 €. Par rapport à l'année 2019, on note une baisse de 1,76%. On note également un effort de maîtrise et de rationalisation des dépenses qui a été engagé sur tous les postes de fonctionnement. Dans la section chapitre, dans le chapitre charges à caractère général, il faut le constater, qui s'élève en 2021 à 1 856 493 €. La baisse de 4,13% par rapport à 2020 concerne les efforts de services réalisés sur les dépenses des petits équipements, des fournitures administratives, des locations de mobilière, sur les contrats photocopieurs, etc. En ce qui concerne les charges de personnel, les frais assimilés, d'un montant de 5 458 300 €, avec une hausse modérée de 0,87% par rapport à 2020. Le glissement pièces technicité qui retrace l'incidence sur la masse salariale des avancements à l'ancienneté au choix par concours interne et de l'acquisition d'une technicité est contenu, cet avancement, à 0,84%. Et la rémunération principale a baissé de 2%, suite au départ d'agents titulaires du service culturel remplacés par des contractuels. Dans le chapitre haute charge de gestion, le montant 2021 se situe à 786 500 €, soit 6,54% de baisse par rapport à 2020. Le budget alloué au CCAS va passer de 330 000 € à 300 000 € en 2021, soit une baisse de 9%, ce qui peut paraître paradoxal dans ce contexte sanitaire difficile. Mais nous garantissons pour ce budget un niveau de service identique avec les économies réalisées. Cette trajectoire va se poursuivre puisque nos discussions sont en cours pour s'orienter vers une mutualisation des services d'aide à domicile, même si, comme je le disais en introduction, nous rencontrons des difficultés juridiques pour leur mise en œuvre. Dans le chapitre charges financières d'un montant de 92 000 €, ainsi de suite, voilà, dépenses sont prévues. Donc, le virement à la section d'investissement s'élève à 722 561 € contre 260 395 en 2020. On note une augmentation par rapport à 2020. On revient ici à un niveau d'autofinancement satisfaisant. En recette de fonctionnement, comme pour nos dépenses, nous devons voter un budget équilibré en dépenses et en recettes dans les deux sections. Nos prévisions de recettes de fonctionnement se situent en 2021 par rapport à 2020, voilà, en hausse de 8,92%.
Le chapitre application des charges budgétaires 70 000 euros est constitué essentiellement par des remboursements sur les rémunérations du personnel, va baisser de 17% par rapport à 2020, ce qui s'explique par le fait qu'il y a moins de contrats aidés, donc moins de participation de l'État. Le chapitre produit les services du domaine prévu à 1 356 710 euros, soit en baisse de 4,6% par rapport à 2020, est constitué des produits des concessions sur les cimetières, qui est plutôt stable, de la redevance et droits des services à caractère culturel, en baisse à cause du Covid, qui a neutralisé la saison culturelle, donc moins de recettes, les redevances et droits des services à caractère sportif et à caractère loisir, en baisse à cause du Covid. Les redevances et droits des services à caractère social sont prévus à 180 000 euros, stable par rapport à 2020. Voilà. Dans le chapitre impôts et taxes, une recette importante, qui se situe en 2021, nous projetons au niveau des impôts et taxes 5 124 000 euros, soit 0,88% par rapport à 2020. Ces impôts se répartissent comme suit. Les taxes foncières, les taxes d'habitation s'élèveront à 4 100 000 euros, soit 80% du total de l'impôt perçu. Taxes foncières et taxes d'habitation. Nous percevons une dotation de solidarité communale de 444 000 euros, plutôt stable. Nous percevons également une taxe sur la consommation finale d'électricité de 190 000 euros. Une taxe locale sur la publicité extérieure estimée à 75 000 euros pour 2021. Voilà, globalement, ce qu'on sait les taxes. Donc, vous pouvez constater. Alors, en ce qui concerne la fiscalité, c'est important aussi, absolument. Comme promis lors de la campagne et rappelé dans le rapport de l'orientation budgétaire, le budget 2021 s'est équilibré sans augmenter les taux de fiscalité directe. En ce qui concerne la taxe d'habitation, la taxe d'habitation sera supprimée à compter 2021. La commune perçoit une compensation à l'euro près, garantie par un mécanisme de coefficient correcteur basé sur le produit de la TH en 2020 et les taux votés en 2017, à savoir 13,82% de la vie déjà là. Le produit de la fiscalité directe en 2021 s'élèvera à 4 100 230 000, soit 1,37% par rapport à 2020. Au niveau de l'investissement, on rentre un petit peu dans les détails. Dans le chapitre subvention d'équipement versée, estimé à 134 144 euros, est essentiellement constitué de l'ACI, de l'attribution de compensation d'investissement, qui, depuis le transfert des compétences à la métropole, s'élève à 111 344 euros. Les 22 000 euros restants sont estimés pour le ciel, éclairage. Dans le chapitre immobilisation corporelle, prévu en 2021, 397 000 euros, en baisse de 30% par rapport à 2020, on compte 150 000 euros de terrain bâti et 130 000 de matériel de bureau, de matériel informatique, ainsi de suite. Dans le chapitre immobilisation en cours, estimé à 1 163 000 euros en 2021, en hausse significative par rapport à 2019 et 2020. Nous allons consacrer 387 000 euros sur les travaux, accessibilité, sécurité, rénovation des bâtiments, environ 560 000 euros sur l'extension de l'école Jules Ferry, j'y reviendrai plus tard dans ce projet, pour l'extension de la cantine, la rénovation et l'isolation. Dans le chapitre emprunt et dette, prévu pour l'année 2021, une baisse de 21% par rapport à 2020, c'est-à-dire 125 000 euros en moins dans le capital remboursé. C'est le fruit d'une renégociation et d'un reprofilage de l'ensemble de notre dette. Et ceci alors que nous avions souscrit au mois de juillet un emprunt supplémentaire de 1 million d'euros et avec un remboursement de l'EPS FMAF de 184 500 euros.
Dans le rapport présenté en janvier 2021, un ensemble de projets avait été présenté. Avant de rentrer dans le détail de quelques projets, permettez-moi de rappeler le processus décisionnel qui permet à la majorité municipale de sélectionner un projet par rapport à un autre. Nous établissons un calendrier budgétaire dans lequel les points suivants sont traités. Les adjoints en charge des délégations et des services sous leur responsabilité établissent des projets d'investissement, chiffrage, devis et études. L'estimation du budget alloué au projet d'investissement en lien avec le service comptabilité et avec le concours des services financiers de la mairie. Nous organisons une réunion d'arbitrage à laquelle participent les adjoints qui, de façon collective, sélectionnent les projets financés en 2021 par rapport à notre projet politique, par rapport à leur degré de maturité, par rapport aux subventions éventuelles que la ville pourrait percevoir. En conclusion, sur ce processus décisionnel, les projets non financés cette année seront priorisés pour l'année prochaine. Ce travail de l'exécutif municipal se fait en toute confiance et en toute transparence. Les principaux projets sont l'extension de la cantine, l'isolation, la rénovation énergétique des bâtiments, estimée à 560 000 €. Ce projet. Pour nos bâtiments, nous dépenserons en 2021 en investissement 1 082 500 €, avec 250 000 € sur la rénovation des bâtiments et 50 000 € consacrés à l'accessibilité et la rénovation. Avec une dépense de 250 000 € environ par différents services de la ville. Donc, on a les crèches, la police municipale, pour différents projets d'investissement. Sur l'éclairage de la ville, et ainsi de suite. Donc, 250 000 €. Avec le remboursement du capital de la dette de l'ordre de 630 000 € environ, le total des programmes d'investissement pour 2021 s'établit à 2 521 238 €. Revenons un petit peu sur l'emprunt. Comme je l'ai dit, je me permettez de le répéter, notre budget d'investissement 2021 sera équilibré sans avoir recours à l'emprunt. La stratégie de reprofilage et de renégociation des taux de nos différents emprunts a fait baisser le capital de notre dette en 2021, malgré l'acquisition via le PSMAF de la parcelle Lettre Rouge, qui servira à la réalisation d'un projet de maison pour les seniors. En 2021, le restant dû à la PSMAF est de 750 000 € à peu près, et ce profil d'extension de la dette va jusqu'en 2030. Les recettes d'investissement en 2021 s'élèvent à 2 862 858 €, en baisse de 40% par rapport à 2019 et en baisse de 21% par rapport à 2020. En ce qui concerne les principales rentrées des recettes d'investissement, nous avons 3 subventions notifiées inscrites. Donc, un seul pour la vidéoprotection de 36 000 € à peu près, pour l'école de musique de 150 000 € et pour le local jeune de 77 000 €. Nous avons les dotations, donc le FCTVA, qui est le remboursement de la TVA, de l'ordre de 190 000 € et en légère progression, et la taxe d'aménagement de 80 000 €. Nous avons également les remboursements des canons verts métropole suite au transfert d'un ensemble de compétences, donc 138 500 €, plus 100 000 € pour la compensation sur taxe financière lors du transfert du périmètre du parc logistique. Également, bien se rajouter à ces recettes d'investissement les produits et les ventes des parcelles. Voilà. J'ai terminé la présentation de ce budget primitif pour 2021. Si vous avez des questions. Oui, j'ai une question. Alors, j'ai regardé votre budget, je trouve qu'il est à l'équilibre, ça c'est bien. La question était la suivante, pourquoi vous n'avez pas plus investi? C'est-à-dire, actuellement, les taux sont quasiment faibles ou nuls, à 0,5, moins de 1. Et je me dis qu'en vue de tous les investissements de rénovation, de transition énergétique que vous allez faire dans les prochaines années, que vous avez mis dans votre programme, vous auriez pu anticiper et emprunter plus pour avoir une plus grosse réserve et payer beaucoup moins d'intérêts que d'arriver le jour J et de dire on doit rénover telle chose, et les taux
je pense, alors je ne suis pas devin, mais quand on est à 1, je pense que ça va certainement remonter au-delà. Et je me dis qu'à ce moment-là, on aurait fait un gain sur les taux d'intérêt. Et on aurait juste à piocher dans cette manne financière qui serait de côté pour anticiper et prévoir d'éventuelles dépenses. Voilà. Merci pour votre question, qui est une question qui a longuement également agité notre majorité, puisque le choix que nous avons fait dans le cadre de l'élaboration de ce budget primitif 2021 est celui de la prudence. La prudence, pourquoi? Parce qu'en 2020, nous avons souscrit au mois de juillet un emprunt d'1 million d'euros qui, voilà, compte tenu de la période incertaine et la volatilité des taux, aujourd'hui les taux sont bas, on peut penser que l'emprunt peut être une solution. Ce que nous prenons dans cette comme ressource, c'est de travailler de façon structurelle. Tiens, nous avons un budget qui doit être équilibré par faut qu'on fasse des économies de fonctionnement, qu'on puisse dégager des marges de manœuvre budgétaires. Effectivement, l'emprunt nous a paru comme étant une solution facile, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous savons que le plan de relance que propose l'État de 100 milliards d'euros, nous n'avons pas encore pour l'instant obtenu les recettes, la dotation qui pourrait nous être versée dans ce cadre-là. Nous avons, dans le cadre de ce budget 2021, maintenu notre taux d'imposition, entièrement sur le taux fixe, parce que c'est au-delà du caractère pour cette campagne, c'est aussi une volonté pour ne pas asphyxier les ménages, qui ont un fixe qui est assez fort déjà. Et deuxièmement, éventuellement avoir recours de l'après à l'emprunt, mais après 2021. Nous partons déjà sur une. On a le plan de relance, on a déjà sollicité 2,6 millions d'euros dans ce cadre. Et nous pensons que si nous obtenons cette dotation de 2,6 millions d'euros, cette somme nous permettra à la fois de renouveler le bâtiment. Effectivement, nous avons, dans le cadre des projets avec l'ADJUM, qui est l'association avec laquelle nous travaillons, nous avons dans ce conseil municipal adhéré à cette association, nous sommes revenus dans ce cadre-là. Ils ont fait un travail exceptionnel dans le diagnostic de nos bâtiments. Et encore récemment, nous avons reçu, dans le cadre également de travail, la Banque des territoires qui est prête à nous accompagner au niveau des prêts sur le long terme, on parle de 35-40 ans, pour pouvoir réaliser ce projet d'investissement. Effectivement, cette question a été soulevée, mais elle n'a pas eu l'issue que vous proposez, c'est d'avoir recours de nouveau à l'emprunt, et on pourra le faire l'année prochaine, éventuellement, si nous n'obtenons pas de l'État la promesse qui a été faite au niveau du plan de relance, et la ville a sollicité, je tiens à rappeler, la somme de 2,6 millions d'euros. Merci Sylvain pour ces précisions. Donc effectivement un budget qui se veut raisonnable, mais qui se veut aussi un peu ambitieux. Voilà, et Sylvain l'a rappelé, mais la rencontre qu'on a eue récemment avec les représentants de la Caisse des dépôts, c'est aussi dans le but de préparer le financement de projets au-delà de 2021. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce budget? Il y a d'autres questions? Dans ce cas-là, je propose de mettre cette proposition de budget au vote. Qui est contre? Quatre votes contre. Qui s'abstient? Le budget 2021 est adopté à l'unanimité. Merci. Non, pas à l'unanimité. Adopté. À l'unanimité, moins de 4 voix. Bien, nous passons au rapport suivant. Je vais donner la parole à Nadia concernant la convention de partenariat avec le SISCA. Convention de partenariat avec le Centre de recherche et développement et transfert et en innovation sociale Clermont-Auvergne. Donc, le SISCA est un centre de recherche et développement territorial animé par Clermont-Auvergne Métropole. L'Université Clermont-Auvergne est un pôle d'acteurs socio-économiques. Il se définit comme un espace d'intermédiation ayant pour mission d'accompagner les démarches collectives locales dans un but de transformation écologique, sociale et démocratique du territoire. Partant du principe que pour faire face aux perturbations et aux risques systémiques
Nos territoires disposent de ressources humaines, intellectuelles et collectives précieuses qu'il est possible de mobiliser pour faire émerger des systèmes durables et résilients. La méthodologie d'accompagnement proposée dans le cadre de leur programme Résilience s'articule sur un pré-programme suivi d'une démarche sur 36 mois avec 5 temps. Donc, dans un premier temps, un diagnostic des vulnérabilités, des dépendances et des atouts du territoire, une sensibilisation des élus, des citoyens, des acteurs socio-économiques au sujet de résilience et vulnérabilité, une projection sur la base de la démocratie participative, une expérimentation sur la mise en œuvre de systèmes locaux résilients, une évaluation du processus de transformation et de son impact. Le dispositif proposé étant en adéquation avec le programme municipal et notamment l'aspect territoire durable, il est proposé d'adhérer au SISCA et d'intégrer le programme Résilience, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat pour la mise en place d'un pré-programme, de prévoir au budget primitif la somme de 2 500 € correspondant au montant versé au SISCA pour soutenir le programme, de désigner Madame Nadia Kamala de Souza en tant qu'élu référent et Monsieur Xavier Pelletier en tant que référent administratif. Donc, je vais vous épargner la lecture de la convention de partenariat, parce que vous l'avez tous lu. Ce rapport appelle-t-il des questions, des remarques? Non. Parce que là, je vais mis au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette fois, le rapport, une abstention. Rapport adopté, une abstention. Merci Nadia. Nous avons deux rapports suivants qui vont être présentés par Raïssa, que j'invite à venir se présenter devant la caméra. Donc, le premier rapport concerne un projet d'implantation d'ombrières photovoltaïques, dans le cadre duquel il nous faut passer une convention de mise à disposition du site avec la métropole. Projet d'implantation d'ombrières photovoltaïques, une convention de mise à disposition du site avec Clermont-Auvergne Métropole. Fondée en 2019, la société Ombrières d'Auvergne a pour but de développer des projets d'ombrières photovoltaïques de 36 à 100 kW crête sur les parkings de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les communes, EPCI et acteurs privés peuvent ainsi valoriser leur parking sans aucun investissement. C'est dans ce cadre qu'une manifestation d'intérêt spontané, MIS, a été déposée auprès de Clermont-Auvergne Métropole, qui a recensé les parkings à vocation métropolitaine du territoire. Le parking Marcel Collange, Gagnon, a été identifié pour Gerza et un projet d'implantation joint en annexe a été proposé. Il devrait permettre l'installation de 1070 modules photovoltaïques et devrait produire 436 MW par an. La société Ombrières d'Auvergne est maître d'ouvrage. Elle supporte donc le coût des études et travaux, exploite les ombrières et se rémunère sur la revente de l'électricité. En contrepartie et dans l'attente du transfert foncier à la métropole, elle versera à la commune une redevance d'utilisation du foncier qui comprend une part fixe de 100 € et une part variable de 1,5% du chiffre d'affaires annuel des installations estimées à 550 € par an. Dans l'attente du transfert effectif du foncier à Clermont-Auvergne Métropole, il est nécessaire de passer la convention jointe pour usage du parking selon les modalités suivantes. Superficie de mise à disposition, un peu plus de 10 m², durée 32 ans et réalisation de plein droit au moment du transfert du foncier, la modalité foncière de mise à disposition gratuite, entretien du parking à la charge de Clermont-Auvergne Métropole. Il est demandé aujourd'hui au conseil municipal de valider le principe d'implantation d'ombrières photovoltaïques sur le parking du Gagnon, Laval, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition.
je passe sur la convention, c'est un peu pareil que tout à l'heure. Vous l'avez expliqué. Bien. Est-ce que ce rapport, vous avez des questions? Oui. Je m'interrogeais en fait sur la redevance. Parce que si on calcule, donc on va percevoir à peu près 650 € par an pour une entreprise qui va gagner 37 000 € par an, et ce sur 32 ans, ce qui équivaut à 1 173 000 ou 1 million et quelques. Pourquoi ne pas le faire nous et le faire par cette entreprise? Ça, c'était ma question. Et Michel en a une. Oui, bon, cette société, la société ouvrière d'Auvergne, c'est une société privée, je suppose. Mais en plus, bon, ce qui est embêtant, c'est que les panneaux photovoltaïques, en principe, il faut les mettre sur les toits. Parce que sur le parking qui est un foyer de chaleur, on ne pourra plus planter d'arbres. Et donc, on ne pourra pas ombrager ce parking avec des arbres. Donc, ça me semble un peu ennuyeux de mettre des panneaux sur les parkings. Moi, je préférais qu'on les mette sur les toits. Ça me semblerait plus sérieux. Et c'est vrai que pourquoi ne pas le faire au niveau de la commune si vraiment vous voulez le faire? Parce que cette société, elle va vraiment récupérer du fric. Alors, pourquoi on ne le fait pas nous? On va le faire nous, mais pas dans ce cadre-là et pas sur le cadre des parkings, des ombrières sur les parkings en fait. On posera effectivement des panneaux photovoltaïques sur certains de nos bâtiments, une fois que les diagnostics seront réalisés par la DUE. On parlait tout à l'heure de la rénovation énergétique de nos bâtiments. Là, ça incombera à la commune de réaliser en fait, de poser ces différents panneaux photovoltaïques sur les bâtiments concernés. Sur le parking d'Ombrières, on a bien intégré la végétalisation de l'espace. On s'est rendu sur place pour voir quelle était l'implantation qui permettait de conserver les espaces verts en l'état et ne même pas du tout toucher à ceux qui pourraient être plantés dans le futur. Donc tout ça a été intégré dans le cahier des charges avec l'implantation proposée. Mais vous ne pourrez pas planter de platane, par exemple. Non, mais ils sont en fait, l'implantation prend en compte les arbres qui existent déjà aujourd'hui. Ces arbres, c'est que dalle comme refroidissement Mais par contre, monsieur Soulier, alors, on n'a effectivement pas de projet de plantation sur le parking. Par contre, on est en train de faire l'inventaire de tous les délaissés, toutes les friches qui pourraient faire l'objet effectivement de plantation. Et on a pour projet de positionner la ville de Jarza dans le cadre du dispositif voilà, territoire engagé pour la nature. Dans le cadre de ce projet, il y a un certain nombre effectivement d'actions qui sont en lien avec la plantation d'arbres. Et alors, est-ce qu'une autre question, est-ce que… Alors, et je termine, moi il me paraît pour le coup important de proposer aussi sur les parkings, alors non seulement les parkings de nos installations sportives, mais je pense qu'il faudrait étendre ce projet, y compris sur les parkings, en direction des parkings des supérettes, et de proposer des solutions de stationnement ombragées pour les gens qui vont faire leurs courses. Ça me paraît aussi, en période de canicule, quelque chose qui peut être important. Voilà. Notamment pour les personnes âgées qui vont faire leurs courses et à qui ça évitera à la sortie du magasin de rentrer dans une voiture surchauffée. Et alors en plus, est-ce que l'éclairage public il sera éteint la nuit? Parce que sinon, les panneaux risquent de fonctionner aussi la nuit avec l'éclairage public de la commune pour apporter du fric à une société privée. Enfin, là, en l'occurrence, la société privée, elle présente aussi l'avantage de proposer un projet clé en main à la commune pour laquelle la commune n'a pas à sortir un sou. Donc, il faut bien, si ça ne coûte rien aux contribuables, il faut bien que la société privée elle puisse se rémunérer par ailleurs. Oui, mais laisser l'éclairage public la nuit pour produire du courant, alors que c'est le contribuable qui va payer cet éclairage, ça me semble vraiment incroyable. Moi, je ne vois pas le rapport avec l'éclairage public. Mon avis. D'accord. Pourquoi ils ne fonctionneraient pas s'ils sont éclairés?
Parce que c'est la milieu. Je ne suis pas sûr que l'éclairage public suffise à alimenter les panneaux. S'ils sont très hauts, les bacs qu'il y a tout de suite sont quand même très hauts. D'autant qu'on a fait et on continuera à faire des efforts sur l'amélioration de notre qualité d'éclairage, notamment avec le recours à la technologie LED. Alors, je ne suis pas spécialiste, on se renseignant, mais je ne suis pas sûr qu'un éclairage public suffise à alimenter de manière correcte le fonctionnement de panneaux photovoltaïques. Mais on posera la question, notamment à la Dune, qui sera en capacité. Je vois Luc qui opine. Est-ce que le montant qu'ils vont nous verser sera révisable à chaque mandature? Parce que moi, très sincèrement, sur 32 ans, je vous souhaite d'être là pendant un moment, mais sur 32 ans quand même, je me dis que 500 € par an, je trouve ça très faible en termes de rapport par rapport aux gains qu'il faut. Et on cherche à faire des économies, on cherche un arrière. Même si ça ne coûte rien, on perçoit que 600 €. Et ça, Alexandre, c'est provisoire, puisque c'est dans l'attente du transfert du foncier à la métropole. Parce que je rappelle que ce projet-là, ce n'est pas un projet Jarza, c'est un projet qui a été proposé par Clermont-Auvergne Métropole. Et il a proposé, d'ailleurs, je crois que de mémoire, il y a une dizaine de communes sur la métropole, puisqu'il y avait tout un travail d'inventaire, de repérage, de parking susceptibles d'accueillir ce type de projet à l'échelle du territoire métropolitain. Donc, Jarza fait partie des 10 communes qui ont été retenues, que les services de la métropole sont venus voir avec ce projet. Donc, nous, c'est à la métropole qu'on a dit on y va. Ce que je voulais préciser, c'est que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, 10% du chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires augmente, il y a plus de redevance pour la commune. Deuxième point, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Parce que ce n'est pas parce qu'ils encaissent 37 000 € par an qu'ils font 37 000 € de bénéfice. Ils ont des investissements, donc on ne peut pas rapprocher les deux segments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je laisse par rapport au vote qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions, le rapport est adopté. Rapport suivant, toujours à ça, qui concerne les travaux d'éclairage public et la convention avec le SIEG. Travaux d'éclairage, convention avec le SIEG. Dans le cadre du programme de travaux d'éclairage public 2020 du SIEG, je vous propose de valider le projet suivant faisant l'objet de la convention présentée ci-après. Convention 1, mise en valeur du monument aux morts à Lévarnin. Pour la mise en lumière et les honoraires de l'écotaxe, vous retrouvez le montant hors taxe, la participation du SIEG et le fonds au concours communal, qui va permettre d'arriver sur un total à la fois en termes de hors taxe de 3 300 €, participation du SIEG 330 € et le fonds de concours communal à hauteur de 2 970 €. Au vu des éléments présentés ci-dessus, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le programme de travaux et autoriser M. le maire à signer la convention correspondante, de solliciter l'inscription des travaux au programme d'éclairage public 2021 du SIEG, de fixer le fonds de concours de la commune à 2 970 €, 70,48 centimes, et d'autoriser M. le maire à verser cette somme au SIEG après réajustement des décomptes définitifs. Merci Raissa. Est-ce que ce rapport suscite des questions, observations? Je vois qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions, c'est ça? Relevez la main, s'il vous plaît, les abstentions. 2 abstentions. Donc, le rapport est adopté. Merci. Le rapport suivant, numéro 12, concerne le chapitre foncier. Je vais demander à Karine de venir
donner une lecture. Ce rapport concerne le déclassement d'une portion de la voie communale rue Jules Ferry, une vente à Auvergne-Habitat. À tous. Déclassement d'une portion de la voie communale rue Jules Ferry et vente à Auvergne-Habitat. Vu la délibération du conseil municipal du 25 juin 2018 approuvant l'avis de déclassement d'une partie de la rue Jules Ferry, vu la délibération de Clermont-Auvergne Métropole du 5 octobre 2018 approuvant la désaffectation de l'espace public et retirant ainsi cette emprise des mises à disposition, vu la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2020 déclassant une portion de voie communale, vu l'arrêté modificatif du maire en date du 12 octobre 2018 inscrivant une enquête publique préalable au déclassement d'une partie de cet espace, vu l'enquête publique qui s'est déroulée du lundi 5 novembre 2018 au lundi 19 novembre 2018 inclus, vu le registre d'enquête publique qui met en évidence deux observations, vu les conclusions du commissaire enquêteur, M. Deves, du 28 novembre 2018 et son avis favorable, suite au bornage, il apparaît que la superficie est ajustée de 337 m² au nom de 340 m². La parcelle BN 845, ancienne voirie, est vendue au Auvergne-Habitat à l'euro symbolique avec cette nouvelle contenance. De plus, des délaissés de voirie seront échangés lors de cette vente à titre gracieux à la commune de Gerzat pour une superficie de 3 m² pour la parcelle BN 843 et d'1 m² pour la parcelle BN 844. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prononcer le déclassement de cette emprise de 337 m², confirmer la désaffectation de celle-ci, accepter les échanges par acte notarié des biens cadastrés BN 845, 843 et 844. Accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus. Autoriser monsieur le maire ou toute autre personne en ayant délégation à signer l'acte définitif de vente et tous les documents s'y rapportant. Le notaire chargé de la vente sera choisi par l'acquéreur et le notaire de la commune de Gerzat sera maître Drijard Arion. Je vous montre le plan. Voilà. Bien, merci Karine. Est-ce que ce rapport, vous avez des questions, des remarques? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Le rapport est adopté. Rapport suivant. Karine, toujours. Vente, acquisition des parcelles à la SA Dom Logistique. Vu la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2018 portant la vente des parcelles entre Dom Logistique et la commune de Gerzat, la société Dom Logistique, domiciliée 3 rue Pavin à Gerzat, est propriétaire de la parcelle cadastrée AB900. Dans le cadre d'un projet d'extension à vocation d'insertion sociale et suite actualisation, la commune de Gerzat procède à un échange de ces parcelles AB 897, AB 895 contre la parcelle AB 900. Le prix au mètre carré a été fixé à 9,50 €. Alors, les parcelles AB 897, donc une superficie de 744 m², AB 895, 78 m², moins la superficie de la parcelle AB 900 de 370 m², équivaut à 447 m² au total. Suite à l'actualisation de la société Dom Logistique, devra régler un total de 445 m² à 9,50 € le m², ce qui fait 4 227,50 €. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter la vente-acquisition par acte notarié des biens cadastrés AB 900, AB 895 et AB 897.
Accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus. Autoriser monsieur le maire ou toute autre personne ayant délégation assignée à l'acte définitif de vente et tous les documents s'y rapportant. Désigner maître Dréjard, notaire Arion pour rédiger l'acte. Merci. Karine, des questions? Pas de questions. Je vote. Qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Donc, le rapport est adopté. Presque à l'unanimité. Donc, 4 abstentions. Merci, Karine. Donc, je vous propose de passer maintenant au rapport sur le chapitre administration générale. Donc, le rapport numéro 1 est un rapport qui concerne les retraits de fonction d'adjoint au maire, après retrait de l'ensemble des délégations. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 21-22-18, vu le procès-verbal de la séance de l'installation du conseil municipal en date du 28 mai 2020, fixant le nombre d'adjoints à 9 et constatant l'élection de M. Luc Lévy-Alvarez en qualité de 5e adjoint au maire, vu l'arrêté du 17 juin 2020 délégué à M. Luc Lévy-Alvarez la fonction d'adjoint en charge de l'urbanisme et des travaux, vu l'arrêté du 29 janvier 2021 portant retrait de l'ensemble des délégations de fonctions et de signatures accordées à M. Luc Lévy-Alvarez, conformément aux dispositions de l'article L 21-22-18 du Code général des collectivités territoriales, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. L'article L 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit le vote dans les conditions de droit commun au scrutin public ou au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de se prononcer, tout d'abord sur la nature du scrutin, public ou secret. Ensuite, sur le non-maintien de M. Luc Lévy-Alvarez dans ses fonctions d'adjoint. Donc, s'agissant du mode de scrutin, on propose un vote à bulletin secret. Excusez-moi, j'ai une question. Moi. Je voudrais essayer de comprendre le pourquoi du comment, s'il vous plaît. Alors, je ne vais volontairement pas rentrer dans les détails de ce qui m'a conduit à prendre cette décision, parce qu'on n'est pas là pour désigner quelqu'un. C'est pas ça, c'est que est-ce que c'est un choix de M. Alvarez ou c'est une décision du maire? C'est une décision du maire. Ok. Donc, sur le mode de scrutin, est-ce que qui vote à bulletin secret? Non? On vote à main levée pour savoir? D'accord, ok. Donc, pour le vote à bulletin secret, qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. 3, 4. 4 abstentions. Donc, le vote va se dérouler à bulletin secret. Et ensuite, donc, tout le monde a un bulletin, une enveloppe. Donc, on écrit la réponse. Donc, la question, c'est, on vous demande de vous prononcer sur le maintien ou non de Luc Lévy-Alvarez dans ses fonctions d'adjoint. Pour ou contre? Pour le maintien ou contre le maintien? D'accord? Voilà, si on vote pour, c'est qu'on veut le maintenir dans ses fonctions d'adjoint. Si on vote contre, c'est qu'on veut contre ce maintien dans ses fonctions d'adjoint.
Il peut aussi s'abstenir. Un vote blanc. Hein. Est-ce que les personnes qui se sont abstenues sur les modalités du scrutin peuvent relever la main? Merci. Et 33. Contre. 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 Pour. Contre. Blanc. 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 Contre. 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 Blanc. Contre.
Contre. Contre. Blanc. Contre. Blanc. Blanc. Contre. Blanc. Contre. Blanc. Contre. 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 Et contre. Le bulletin contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Un bulletin pour. Blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 blancs et un pour. Du coup, ce rapport à devoir voter sur une modification du tableau du conseil municipal avec l'élection d'un nouvel adjoint. Par délibération du 8 mars 2021, le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir M. Luc Lévy-Alvarez dans ses fonctions de 5e adjoint. Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de remplacement d'un seul adjoint, l'élection se fait dans les mêmes conditions que l'élection du maire, article N 21-22-4, c'est-à-dire au scrutin secret et à la majorité absolue. Et je vous propose la candidature de M. Philippe Bonnefond. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Très bien. Nous allons passer au vote. Vous voyez, c'est vous qui avez... Vous mettez le nom de Philippe Bonnefond et le nom de quelqu'un d'autre. Pas le nom.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Luxembourg. Philippe Bonnefond. 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 Blanc. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Philippe Bonnefond. Bulletin blanc. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Philippe Bonnefond. Et Philippe Bonnefond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 bulletins blancs. Ça fait bien 33. 25 pour et 8 blancs. Bien, merci. Le rapport suivant concerne une modification du règlement intérieur du conseil municipal et je vais donner la parole à Pierre.
Modification du règlement intérieur du conseil municipal, création et composition d'une commission communication et relations avec les associations. Par délibération du 22 juin 2020, le conseil municipal a adopté son règlement intérieur. Et a fixé la composition des 8 commissions du conseil municipal. La communication et les relations avec les associations étant des axes forts du mandat municipal, il est proposé au conseil municipal de modifier l'article 25 du règlement intérieur pour ajouter une 9e commission intitulée Commission communication et relations avec les associations. De fixer la composition de cette commission à 13 membres, de désigner les membres suivants: Pierre Montagnon, Sylvie Vieira-Dinalo, Sylvain Kemoé, Nadia Kamala de Souza, Raïssa Arré, Francis Guillochon, Magali Buisson, Christian Meillac, Philippe Bonnefond, Laetitia Lazare. Il y aura 2 représentants pour la liste de Gerza, c'est vous, et un représentant pour Agir pour Gerza. Est-ce qu'on peut connaître le nom des représentants? La liste Agir pour Gerza. Et la liste Gerza, c'est vous? Alexandre et Chantal. Je soumets cette modification. Soumets cette modification au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La modification est adoptée. Le rapport suivant, Pierre, concerne la modification de la composition des commissions municipales. Suite aux récentes modifications apportées au tableau du conseil municipal, et pour qu'il y ait adéquation entre les postes d'adjoints et commissions municipales, il est proposé les modifications suivantes. Dans la 2e commission, Finances et Modernisation, et 4e commission, Urbanisme et Travaux, M. Philippe Bonnefond remplace M. Luc Lévy-Alvarez. Les commissions auront la composition suivante. Première commission Enfance et Jeunesse, Sylvie Vieira-Dinalo, Véronique Coulon, Magali Buisson, Janine Lavadou, Luc Devers, Christelle Saez, Fatima Elomani, Marie-Françoise Bonny, Alexandre Da Silva, Grégory Lupé. 2e commission Finances et Modernisation, Sylvain Kemoé, Pierre Montagnon, Sylvie Vieira-Dinalo, Nadia Kamala de Souza, Philippe Bonnefond, Raïssa Arré, Francis Guillochon, Magali Buisson, Christian Meillac, Thierry Giraud, Laetitia Lazare, Michel Soulier, Ottelinda de Matos, Thierry Grenier. 3e commission Commerce et Artisanat, Nadia Kamala de Souza, Didier Martin, Christian Meillac, Sylvain Kemoé, Jean-Patrick Grenier, Luc Lévy-Alvarez, Christian Lanchambon, Nassima Thiouli, Ottelinda de Matos, Thierry Grenier. 4e commission Urbanisme et Travaux, Philippe Bonnefond, Lionel Laplanche, Christian Meillac, Magali Buisson, Sylvain Kemoé, Fatima Elomani, Karine Lepini, Raïssa Arré, Michel Soulier, Catherine Despins-Lattier. 5e commission Développement durable, Raïssa Arré, Sylvain Kemoé, Pierre Montagnon, Sylvie Vieira-Dinalo, Nadia Kamala de Souza, Luc Lévy-Alvarez, Francis Guillochon, Magali Buisson, Christian Meillac, Philippe Bonnefond, Christian Lanchambon, Michel Soulier, Chantal Debord, Thierry Grenier. 6e commission Solidarité et Action sociale, Francis Guillochon, Nadia Kamala de Souza, Luc Lévy-Alvarez, Janine Lavadou, Luc Devers, Sylvie Mouton, Christelle Saez, Pierre Montagnon, Chantal Debord, Catherine Despins-Lattier. 7e commission Affaires sportives,
Magali Buisson, Jean-Patrick Grenier, Christelle Saël, Janine Lavadou, Luc Devers, Christian Meillac, Sylvie Pierradinello, Thierry Giraud, Alexandre Da Silva, Grégory Lépine. 8e commission Culture et Patrimoine, Christian Meillac, Laetitia Lazerne, Philippe Bonnefond, Janine Lavadou, Jean-Patrick Grenier, Marie-Françoise Rony, Sylvie Mouton, Nassim Mathioli, Sylvie Pierradinello, Otelita de Matos, Chantal Debord, Catherine Pépanet. Claire. Je soumets cette seconde modification également au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Pas d'abstention. Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport numéro 5, indemnité de fonction des élus. Par votre conséquence, il y a effectivement des modifications qui interviennent aussi dans ce tableau. Donc, par délibération du 31 août 2020, le Conseil municipal a fixé le montant des indemnités brutes versées aux élus. Suite aux différents changements dans l'ordre du tableau du Conseil municipal et sans modification de l'enveloppe globale, il est proposé le tableau suivant. Donc, je vous ai parlé de la lecture du tableau en entier. Simplement noter, donc, effectivement, on tient compte, le tableau tient compte de l'élection de Philippe Bonnefond comme 5e adjoint. Et du coup, je fais également mention de la désignation de Christelle Saez comme conseillère déléguée, qui travaillera donc aux côtés de ça sur la délégation de développement durable. Il est donc demandé au Conseil municipal de confirmer l'utilisation partielle de la majoration de 15% des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués au titre du statut de chef-lieu de canton, de fixer au 8 mars 2021 la date d'application de ces mesures, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021. Le rapport soulève-t-il des questions, des observations? Non, donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Donc le rapport est adopté. Je vous remercie. Donc on en a fini avec le point inscrit à l'ordre du jour. Je vous propose donc de passer aux questions diverses. Donc on avait 3 questions. La première, Madame de Matos, concernait l'ouverture, la réouverture du local Boule. Magali, tu veux répondre? Ça va. Ça va. Donc, ce n'est pas vraiment la couverture que la question était, c'était par rapport au niveau des travaux. Donc, une étude est effectivement en cours. Il y a déjà eu une budgétisation au niveau du projet, sauf que le projet de montant était très, très élevé. Donc, du coup, on doit revoir cette étude. Donc, c'est en cours. Je peux aussi préciser que c'est un projet pour lequel nous avons mêlé plusieurs autres associations, dont le rugby et le foot. Voilà. Donc, le but, c'est d'essayer de mutualiser ce bâtiment de façon à baisser le coût et pour autant servir à un maximum d'utilisateurs. Voilà. J'ajouterai simplement que la question nous a été posée lors de l'Assemblée générale de l'OMS qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est aux dirigeants des clubs de pétanque de venir nous voir en mairie. Parce que d'ores et déjà, on a trouvé des solutions pour leur permettre de fonctionner dans des conditions relativement satisfaisantes, je dirais, dans la pratique quotidienne. Après, effectivement, ils ont des questions qui se posent par rapport à l'organisation de compétitions. Et là, il faut qu'on étudie avec eux les possibilités qu'on pourrait leur offrir. Voilà. Je peux aussi préciser qu'en urgence, on a fait des travaux dans l'ancien local qui servait pour les espaces verts. Donc, on a fait isoler ce local, chauffer avec un point d'eau également pour qu'ils puissent avoir un minimum de pouvoir ranger leurs affaires et se retrouver un petit peu. Voilà, bien entendu, c'est pour les temps.
La deuxième question posée par Chantal concernait les solutions de logement d'urgence qui pouvaient être proposées aux femmes. Francis? Bien, alors c'est une question qu'on a déjà eue, hein, les questions du logement d'urgence. Le logement d'urgence, me semble-t-il, est plus de la compétence maintenant de la métropole. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'en avoir. Ce que je vous ai déjà expliqué, c'est que le fait d'avoir un logement d'urgence pose une difficulté, puisque lorsqu'on met quelqu'un en logement d'urgence, il faudrait tout de suite après la mettre dans un autre type de logement. Donc la pratique qui a toujours eu lieu ici, et j'en ai pas eu cette année, beaucoup de ce mandat, mais on en a eu au cours du mandat précédent, quand il y a vraiment une urgence, il est moins cher de loger la personne qui est en difficulté ou qui est en risque une nuit ou 2 nuits à l'hôtel que d'avoir un logement d'urgence toujours disponible, ce qui est pratiquement impossible. Donc, la politique va rester celle-là. S'il y a vraiment une urgence liée à une situation particulière ou à un danger, c'est de pouvoir reloger les gens sur un très court laps de temps répondant à cette urgence ou dans un hôtel, dans un des complexes de la sortie de Jersey. Et après, c'est le relais avec la métropole qui se fera. Oui, mais ma question était un peu plus approfondie. Effectivement, il y a le fait qu'il y a les violences qui sont faites aux femmes et qui exigent effectivement peut-être des solutions. Alors, je pensais que pour Gersa, c'était peut-être important quand même qu'on ait un petit îlot de secours, quoi. Mais aussi, il y a la question concernant des personnes qui peuvent éventuellement perdre un logement, que ce soit pour plein de raisons, et surtout qui se retrouvent dans des situations monoparentales avec des enfants en bas âge. Alors, des enfants en bas âge dans un hôtel, je ne sais pas, mais il y a peut-être une autre solution. On a la chance d'avoir sur la commune une résidence hôtelière, qui d'ailleurs en ce moment loge des ressortissants. Non, oui, donc c'est des résidents de Mayotte. Oui. Je parle sous ton contrôle, mais c'est une dizaine de familles qui sont logées là par le département. Donc, d'ailleurs, dont les enfants sont scolarisés sur les différents groupes scolaires de la commune. Donc, il y a cette solution-là qui est plus satisfaisante que l'hôtel, puisque là, dans le cadre de la résidence hôtelière, c'est des appartements qui sont proposés. Ce que je voulais dire, c'était au niveau rassurant pour les femmes, c'est dans la mesure où, quand vous savez que sur une municipalité, il y a quelque chose qui est en place, étant donné qu'on sait que, notamment au niveau de tout ce qui est violence, les personnes ont quand même énormément de difficultés à le faire connaître et à le signaler. Si elles savent qu'il y a quelque chose, peut-être que ça pourrait faire avancer un peu les choses. Enfin, c'est mon impression, je ne sais pas. On peut faire savoir qu'il y a des solutions sans aller jusqu'à préciser où sont les solutions dans l'intérêt des victimes. Dans ce but-là, voilà. Du coup, la troisième question, je vais te donner la parole, concerne les brûles diverses sur la commune. Oui, monsieur le maire, je voulais vous préciser ma question parce que j'ai effleuré le sujet. Et donc, nous pouvons le constater trop souvent, la population de Jersey subit les conséquences sur sa santé des incinérations de pneumatiques, des écobuages qui se produisent depuis trop longtemps. Je précise que ça ne fait pas de cette point de vue. Ces combustions sauvages se déroulent le soir, mais aussi en pleine journée et également en fin de semaine. Tous les habitants de la commune respirent ces dégagements de fumée toxiques. Ne serait-il pas de bonne politique écologique que de faire appliquer la législation sur les auteurs de ces diverses combustions qui ne sont pas moins dangereuses que la Covid-19 ? J'ose espérer, monsieur le maire, que vous avez conscience de cet état de choses pour prendre des mesures radicales afin d'arrêter ces pollutions très nocives pour la population. Alors,
Donc déjà, par rapport au feu de pneus, malheureusement, il faudra arriver à identifier les auteurs au moment où les faits sont commis, ce qui est rarement le cas. Après, pour ce qui est du traitement des odeurs, là, je vous avoue qu'on est, nous, un peu impuissants. Par contre, sur la pratique de la brûle, moi, je pense qu'on peut toujours effectivement essayer d'interdire ou de sévir. On peut aussi essayer de faire évoluer les pratiques. Et c'est vrai que dans le cadre du dispositif Territoire Zéro Chômeur, il y a notamment un projet qui se dessine, c'est celui de travailler avec les gens de la communauté du voyage pour essayer justement de faire évoluer ces pratiques-là et de la remplacer par des pratiques plus vertueuses. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'on y arrivera du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est ce à quoi on réfléchit. Moi, sur ce qui est de... Sinon, il y a le volet répressif. Le volet répressif est, en l'état, très difficile à appliquer. On le vit, on le voit malheureusement régulièrement. Voilà. Il y a quelques photos là que j'ai prises ces jours-ci avec des dépôts de pneus. C'est quand même fou comment il est facile de se procurer des pneus sur ça. Normalement, il y a bien des filières de recyclage pour les gens qui changent les pneus et il ne devrait y avoir aucun pneu dans les entreprises qui changent les pneus, qui sont dehors, où finalement on peut dire allez chercher les pneus la nuit et puis vous les stocker. Il y a des endroits où il y a des stocks de pneus très importants et des stocks de pneus qui sont là depuis plus de 25 ans. Malheureusement, tous les pneus ne sont pas recyclables. Oui, mais le problème, c'est que si je pète à brûler, par exemple, on est bien à un certain endroit, pas loin des hôtels, justement, et ben, ça va faire un beau boulot. On est bien d'accord. On n'a pas non plus. Alors, moi, je sais que sur le volet agricole, la question se pose aussi du ramassage des pneus agricoles. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution de retraitement, de recyclage qui soit vraiment satisfaisant. Voilà. Et oui, je vous rejoins. Actuellement, il y a 3 dépôts qui sont faits. Il y a un dépôt à la Roque qui est très important. Il y a un dépôt qui est derrière les usines Michelin, les pistes Michelin. Et puis un dépôt en face du terrain des gens du voyage en allant sur le Doubs qui vient de se faire récemment. Si on a des dépôts qui sont identifiés et qui représentent un peu de volume, je pense qu'on peut effectivement, avec les services de la métropole, programmer un enlèvement des dépôts en question. Et si c'est quelques pneus qui sont jetés par-ci par-là dans les fossés, par exemple, au bord des chemins, du coup, ça va être compliqué d'organiser après. Et il y a Christian Chambon qui veut intervenir aussi. Non. Oui. Je suis ravi que M. Soulier s'intéresse à la charité. Je suis ravi que M. Soulier s'intéresse à la Covid. Je suis ravi que M. Soulier s'intéresse à la Covid parce que vous êtes le seul depuis ce soir à mettre votre masque et vous asseoir à côté de quelqu'un. Vous parlez dans un micro et vous postez au même temps et les gens qui sont à côté de vous vont toucher. Merci de pouvoir respecter tout le monde. Oui, alors, je voulais en revenir aux pneus et aux dépôts sauvages pour dire qu'on ne se satisfait pas de la situation. Alors, puisque vous vous promenez, vous avez sûrement été sur le chemin qui va du pont résonnant au cimetière. Cette semaine, à l'initiative de Philippe Bonnefond, il y a eu un débarrassage complet de tout ce qui encombrait ce chemin. On a barré le chemin, ou on va le barrer de manière à ce qu'il n'y ait plus d'accès pour les véhicules pour faire des décharges sauvages sur cet endroit-là. J'ai demandé à la police municipale d'être particulièrement vigilante sur ce point-là, mais le problème, comme l'a dit le maire, c'est qu'on n'a pas, la plupart du temps, on n'arrive pas à retrouver l'auteur des dépôts, des décharges et par la suite ceux qui mettent le feu. Et sachez que c'est un point sur lequel
on a décidé de mettre une politique assez forte pour essayer de supprimer la plupart des dépôts et des décharges sauvages. Je le redis, hein, si vous avez, parce que là, visiblement, vous avez identifié 3 dépôts avec un volume un peu conséquent. Si les dépôts sont localisés, là, on peut organiser une opération de ramassage préventive. Ça peut tout à fait s'envisager. Il y a effectivement, comme le dit Pierre, il y a une entreprise qui peut s'organiser, qui peut s'occuper de la collecte, mais encore faut-il qu'on ait des volumes qui soient suffisamment conséquents pour justifier le déplacement de l'entreprise en question. Voilà. Et ça peut aussi s'inscrire dans le cadre des journées citoyennes qu'on a prévu d'organiser. On peut avoir, en lien d'ailleurs avec les agriculteurs, hein, on peut avoir une opération de collecte sur tout le territoire jarzatois, quitte à ce qu'on crée nous un dépôt qui ensuite, dont on demandera l'enlèvement par la suite à l'entreprise en question. Bien, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, nous allons rester là pour ce soir. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et puis je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci.